invités avec nous pour parler finances personnelles et investissement boursier, en l'occurrence avec Igor Demac qui est à mes côtés en plateau, conseiller en gestion de patrimoine chez Vital Épargne. Bonjour et bienvenue Igor. Bonjour Grégoire. On parlera avec vous notamment des valeurs dividendes, le retour en grâce des valeurs qui offrent des dividendes aux investisseurs. N'oublions pas que c'est quand même un des... point clé de la performance boursière sur le long terme. Et voilà, donc on y reviendra avec vous avec quelques éléments théoriques et pratiques sur cette question du dividende. Et puis la bourse au sens large, on en parle aussi avec Charles-Henri Dovigny qui est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue Charles-Henri. Merci d'être avec nous à distance, président de la Fédération française des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Justement, quand on voit l'Europe boursière qui renoue avec ses niveaux d'avant-crise et même ses plus hauts historiques, si on prend le grand indice, on peut regarder le CAC 40 bien sûr, mais regardons le stock 600, le grand indice large des 600 grandes valeurs européennes qui a marqué donc de plus haut historique ces derniers jours. Quelles sont à ce stade les questions que peuvent se poser les investisseurs individuels, Charles-Henri ? Déjà, on peut se poser le principe que tous les arbres ne vont pas jusqu'au ciel et que donc à un moment ou à un autre, grimper, on l'a vu dans l'histoire boursière, à un moment ou à un autre, les coûts, je dirais que les indices et les cours rechutent à un moment ou à un autre. Après, ça peut se faire de manière brutale, ça peut aussi se faire de manière un peu linéaire et avoir un plateau. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté depuis un an dans l'ensemble de l'économie et encore, on va le voir aux États-Unis où vous avez eu le plan de relance du président Biden et plus un plan infrastructure. Donc beaucoup d'argent vont être mis sur la table. Le plan européen de relance de 750 milliards va peut-être aboutir, on l'espère. Les États ont fait aussi un effort. Donc les entreprises vont pouvoir repartir, l'investissement va pouvoir repartir. Et donc, en fait, la bourse, est-ce qu'elle a déjà anticipé ou est-ce que c'est à venir? La question peut se poser. Après, il y a aussi d'autres indices qui peuvent amener à être prudent. Regardez un chiffre que Rexecode envoyé un petit tableau assez significatif où il parlait des IPO, donc des introductions en bourse aux États-Unis, et il était dit que 80% en 99-2000, 80% de ces IPO, des entreprises introduites, ne réalisaient pas de bénéfices. Bon, et ben voilà, on y est. Au mois de mars. De surchauffe pour vous, c'est un signe de quoi, de greed, de cupidité qui prend le dessus sur la raison dans le marché, Charles-Henri ? Oui, ou sans ça, c'est aussi le principe de l'euphorie, c'est qu'à un moment ou à un autre, l'argent est facile. Je veux dire que les taux d'intérêt sont faibles pour l'instant. L'inflation, on n'a pas l'impression qu'elle va repartir, même s'il y a quelques signaux et certains disent il y a peut-être un retour de l'inflation. Donc, là, les gens se disent ok, on y va, et puis il faut y en être. On a parlé la dernière, je pense que c'était au mois de janvier sur votre plateau, on a parlé de l'affaire GameStop, on a parlé. Et la semaine dernière, regardez ce qui s'est passé pour l'introduction de Deliveroo. Le jour de son introduction, c'était moins 30. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a quelques mois en arrière, Airbnb entrait sur le marché américain, 100% de hausse le premier jour, et puis on voit quelques mois après, l'ambiance change un peu. Deliveroo, qui fait partie, on va dire, de ces emblèmes un peu de sociétés technologiques avec beaucoup de promesses, effectivement, ça s'est moins bien passé sur le marché britannique. Mais on a l'impression que ces événements-là ne déstabilisent pas pour autant les marchés globaux. Non, mais voilà, il y a une différence entre Airbnb et Deliveroo, c'est que Airbnb gagne de l'argent, ce que ne fait pas Deliveroo. Donc à un moment ou à un autre, il faut justement, nous, actionnaires individuels, choisir les valeurs qui justement peuvent distribuer du dividende. Ça va être le débat suivant. Parfait, merci Charles-Henri. Voilà, non, mais c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut aussi investir dans des business models qui ont marqué une certaine résilience. Si on va devant encore d'une nouvelle crise financière cette fois-ci, puisque à un moment ou à un autre, il y a le risque d'inflation, il y a les plans de relance ne vont peut-être pas forcément tous être aussi favorables. Il faut aller vers, c'est mon sens, c'est ma recommandation, c'est d'aller vers des modèles qui ont prouvé
qu'ils peuvent servir du dividende aux actionnaires. Oui, des actifs un peu plus réels, un peu plus tangibles. Non, mais effectivement, bon, c'est ce qu'on voit quand même aussi dans le rattrapage boursier de certaines valeurs depuis quelques mois. Il y a une histoire qui vous intéresse depuis le début, Charles-Henri, on en parle régulièrement avec vous et la F2IC. C'est parce qu'évidemment, beaucoup d'investisseurs, d'actionnaires individuels sont impliqués potentiellement. C'est le dossier Veolia-Suez, alors qui, chaque semaine, j'allais pas dire chaque jour, mais chaque semaine connaît de nouveaux développements. Dans les développements récents, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette confrontation toujours Veolia-Suez, Charles-Henri? Alors, moi, je ne vais pas prendre position ni pour l'un ni pour l'autre, mais ce que je constate, c'est que cette bataille qui date donc depuis le mois d'août, elle se prolonge, et elle se prolonge maintenant sur le terrain juridique et judiciaire, et c'est là où ça m'inquiète un peu, parce que je vois que Suez applique la loi Florange. Depuis que cette loi, d'ailleurs, a été adoptée par le gouvernement de M. Montebourg et Hollande, il n'y a pas eu d'opération financière à Paris, sur la place de Paris, je dirais de manière un peu hostile, une belle OPA comme on peut le voir actuellement. Est-ce que, et c'est là où je me pose la question, moi en tant qu'actionnaire individuel, est-ce que cette loi n'est pas en train de gréver nos potentiels plus-values, parce que lorsqu'on investit dans une boîte française, la loi Florange va peut-être bloquer les opérations financières de rachat par d'autres entreprises, et ça va permettre à l'entreprise qui est attaquée de se défendre uniquement sur le plan judiciaire et non pas sur le plan du management de l'offre financière qu'elle peut faire à l'ensemble de ses actionnaires. Et c'est là où j'ai un vrai souci de cette judiciarisation, où on fait fi de l'AMF. L'AMF donne un avis, on dit non, c'est pas un bon avis, il faut appliquer la loi Florange. Je me souviens qu'au moment de son application, en tous les cas de son vote, j'avais fait une tribune dans le Figaro pour dire que nous, actionnaires individuels, nous n'étions pas favorables à cette loi qui bloquait, à notre sens, justement toute opération financière. Et bien c'est ce qui est en train de se passer, et à partir de là, quid de la place de Paris? Parce que si les boîtes cotées en France ne peuvent pas faire l'objet d'une OPA amicale ou inamicale avec un potentiel plus-value pour les actionnaires, et à ce moment-là, on va les investir ailleurs. Je crois qu'il faut citer aussi quand même le dossier Couche-Tard-Carrefour, le veto de l'État sur l'opération Couche-Tard sur Carrefour. C'est sûr que ça envoie un signal aux investisseurs étrangers. Nos entreprises ne sont pas à vendre, ce ne sont pas des cibles, ne venez pas vous y intéresser. C'est quand même très clair là-dessus. Ah oui, non mais là-dessus, Monsieur le maire a fait une erreur fondamentale, à mon sens, c'est de se mêler d'affaires privées. Que l'État dise son opinion, il est tout à fait dans son droit, et la dernière fois on en avait parlé, moi je suis pour le débat. Je suis pour que toutes les options soient mises sur la table, que l'on en discute, et qu'ensuite ça se décide en démocratie actionnariale, au cours d'une AG, où s'il y a une offre financière, les actionnaires peuvent apporter leur titre, ou pas d'ailleurs. Parce que là, si on revient sur l'affaire Suez-Veolia, on part du principe que tous les actionnaires de Suez vont apporter leurs actions à Veolia. Pourquoi? Non, pas forcément. Il est fort possible aussi qu'un certain nombre d'actionnaires considèrent que le management de M. Camus et de M. Varin de Suez vont apporter plus de valeur, et qu'ils veulent continuer avec cette équipe de management. C'est là-dessus qu'il faut jouer, et c'est pas juste en se défendant, judiciariser cette opération, qu'on va apporter de la sérénité et de la démocratie actionnariale sur la place de Paris. Igor, un petit commentaire là, comment dire, le gouvernement, la politique française met à l'abri nos groupes de toute tentative d'OPA venue d'ailleurs aujourd'hui. Alors vous avez cité l'exemple de Carrefour, sachant que maintenant Carrefour fait un partenariat certes commercial avec Deliveroo. Oui. Donc finalement les choses se passent
un peu comme d'habitude, l'État français n'est pas le seul à protéger ses entreprises non plus. Aux États-Unis, c'est très très difficile de prendre la propriété d'une grande entreprise américaine. On avait eu, lorsque M. Macron était ministre de l'économie, un refus sur une opération de regroupement d'opérateurs télécoms. Alors certes, Orange est détenu en partie par l'État, mais là où je suis d'accord, c'est que si on bloque la liberté actionnariale de circulation des capitaux, et si on n'organise pas au sein de l'écosystème financier français, de l'épargne française, des investisseurs institutionnels et individuels qui sont capables d'investir dans les entreprises, on a le résultat aujourd'hui. Le CAC 40 est détenu en premier par des investisseurs norvégiens ou anglo-saxons, et l'investisseur français est en 3e, 4e, 5e ligne. Donc, au gré du temps, au bout de 30 ans, on a découragé une certaine forme de défense du patrimoine national financier, ce qui, à mon sens, est une erreur, puisque on est quand même toujours mieux quand on est aux manettes de nos entreprises. Et on le voit bien, ce qu'il s'agit des dividendes, de voter en AG. C'est vrai qu'il y a eu un trauma, à mon avis, un traumatisme lié à l'affaire ArcelorMittal, où effectivement on a laissé partir un fleuron de l'industrie, mais c'est aussi parce que on n'a pas su créer des noyaux d'investisseurs qui sont suffisamment solides pour dire non, nos entreprises, on les suit dans leur stratégie, elles nous versent de dividendes récurrents, elles nous ont fait plaisir, donc on ne va pas les confier au premier venu, entre guillemets. Dividendes, on va en parler dans un instant avec vous, Igor. Merci beaucoup, Charles-Henri. Merci d'avoir été avec nous à distance quelques minutes pour cette demi-heure d'émission. Charles-Henri Dovini, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement.